On m'a dit que j'étais devenu un poids, et ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Je m'appelle Henri, j'ai 76 ans, et je vais vous raconter comment j'ai disparu de ma propre vie pour que ma famille comprenne enfin ce qu'elle était en train de perdre. Je n'ai pas disparu comme dans les films, avec une valise préparée en secret et un billet d'avion vers l'autre bout du monde. Non, ma disparition a été plus simple et peut-être plus terrible. Je me suis simplement effacé, lentement, silencieusement, jusqu'à ce que l'espace que j'occupais devienne vide et que ce vide se mette à hurler plus fort que toutes les paroles que je n'avais jamais osé prononcer. Tout a commencé un dimanche de novembre, l'année dernière. Ma fille Nathalie et son mari étaient venus déjeuner à la maison avec leurs 2 enfants, comme ils le faisaient de temps en temps, de moins en moins souvent d'ailleurs. Ma femme Simone était décédée 3 ans plus tôt, et depuis, les visites s'espaçaient comme si la maison avait perdu son pouvoir d'attraction. Comme si c'était elle, et non pas moi, qui donnait à notre foyer sa raison d'exister. Ce dimanche-là, j'avais préparé le repas moi-même. Un pot-au-feu, comme je savais le faire, comme Simone me l'avait appris après 40 ans de mariage à la regarder cuisiner sans jamais vraiment prêter attention. Depuis qu'elle n'était plus là, j'avais dû apprendre. J'avais mis des heures à tout préparer, à éplucher les légumes avec mes mains qui tremblent maintenant un peu le matin, à surveiller le bouillon, à dresser la table avec la nappe des grandes occasions. Le repas s'est bien passé, du moins c'est ce que j'ai cru. Les enfants ont mangé du bout des lèvres en regardant leur téléphone sous la table. Mon gendre parlait de son travail, de ses projets, de cette promotion qu'il attendait depuis des mois. Nathalie hochait la tête, consultait elle aussi son écran entre 2 bouchées. Et moi, j'étais là, au bout de la table, dans cette place qui avait toujours été la mienne, et je me suis rendu compte que personne ne me regardait vraiment. Après le dessert, j'ai proposé de montrer aux enfants les photos de leur grand-mère quand elle avait leur âge. J'avais retrouvé un album la semaine précédente, en rangeant le grenier, et je m'étais dit que ça leur ferait plaisir de voir à quel point leur grand-mère était belle à 20 ans, à quel point elle ressemblait à leur mère. Mais mon petit-fils a levé les yeux au ciel et ma petite-fille a dit qu'elle avait des devoirs à faire. Nathalie m'a regardé avec cet air que je commençais à connaître, cet air fatigué, presque agacé, et elle a dit qu'ils devaient partir, qu'ils avaient de la route. C'est en les raccompagnant à la porte que j'ai entendu ce que je n'aurais jamais dû entendre. Ils étaient déjà dans l'entrée, ils pensaient que j'étais retourné à la cuisine, mais j'étais resté dans le couloir pour récupérer leur manteau. Mon gendre parlait à voix basse à Nathalie, mais pas assez basse. Il a dit quelque chose comme il faudrait vraiment penser à une solution pour ton père, ça ne peut plus durer comme ça, il est devenu un vrai fardeau. Et Nathalie n'a pas protesté. Elle n'a pas défendu son père. Elle a simplement soupiré et répondu je sais, on en reparlera. Je suis resté figé dans ce couloir, avec leur manteau dans les bras, incapable de bouger, incapable de respirer. Un fardeau. Ce mot est entré en moi comme une lame, et il ne m'a plus quitté. Ils sont partis sans remarquer que quelque chose avait changé. Ils m'ont embrassé sur la joue comme d'habitude, ils m'ont dit à bientôt papa, à bientôt papy, et la porte s'est refermée sur leur voiture qui s'éloignait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis dans mon fauteuil, celui où je m'assois tous les soirs depuis 50 ans, et j'ai repensé à ma vie. J'ai repensé à tout ce que j'avais fait pour ma fille, pour ma famille. Les années de travail à l'usine, les nuits blanches quand elle était malade, les sacrifices qu'on ne comptait pas parce qu'on aimait et que l'amour ne compte pas. J'ai repensé à Simone, à ce qu'elle aurait dit si elle avait entendu ces mots. Elle aurait probablement pleuré, puis elle se serait mise en colère, puis elle aurait appelé Nathalie pour lui dire ses 4 vérités. Mais Simone n'était plus là, et moi, je n'ai jamais su me mettre en colère. Les jours qui ont suivi, j'ai continué ma routine comme si de rien n'était. Je me levais, je préparais mon café, je lisais le journal, je faisais mes courses au village, je saluais les voisins, je rentrais chez moi. Mais quelque chose avait changé. Je me regardais vivre comme de l'extérieur, et je me demandais à chaque geste si ce geste faisait de moi un fardeau. Est-ce que j'étais un fardeau quand je téléphonais à ma fille pour prendre des nouvelles? Est-ce que j'étais un fardeau quand je lui demandais de passer me voir? Est-ce que j'étais un fardeau simplement en existant, en occupant cette maison trop grande, en ayant besoin parfois qu'on m'aide à porter mes courses ou qu'on m'emmène chez le médecin? C'est au bout de 2 semaines que j'ai pris ma décision. Je n'allais pas me plaindre, je n'allais pas faire de scène, je n'allais pas confronter ma fille avec ce que j'avais entendu. J'allais simplement leur montrer ce que c'était, une vie sans fardeau. J'allais disparaître, pas physiquement, mais de leur quotidien.
J'allais cesser d'appeler, cesser de demander, cesser d'exister dans leur vie. Le premier jour a été le plus difficile. D'habitude, j'appelais Nathalie le mardi soir, juste pour entendre sa voix, pour savoir comment allaient les enfants, pour me sentir encore un peu connecté à quelque chose. Ce mardi-là, j'ai regardé le téléphone pendant 1 heure sans le toucher. Mes doigts me démangeaient, mon cœur me disait d'appeler, mais je me suis répété ce mot, fardeau, et j'ai posé le téléphone. Les jours sont passés, puis les semaines. Je ne téléphonais plus, je n'envoyais plus de messages, je n'écrivais plus ces petites cartes que j'avais l'habitude de glisser dans la boîte aux lettres de ma fille quand je passais en ville. Je vivais ma vie, seul, dans cette maison où chaque pièce me rappelait Simone et où le silence était devenu mon seul compagnon. Au début, rien ne s'est passé. Nathalie ne m'a pas appelé non plus. J'ai compris alors que nos conversations n'existaient que parce que j'en prenais l'initiative, parce que j'étais celui qui tendait la main, toujours. Sans moi pour faire le premier pas, le lien se défaisait tout seul, comme un nœud qu'on aurait mal serré. 3 semaines ont passé avant que le téléphone ne sonne enfin. Ce n'était pas Nathalie, c'était mon voisin, Robert, qui s'inquiétait de ne pas m'avoir vu au marché depuis plusieurs jours. Je l'ai rassuré, je lui ai dit que j'allais bien, que j'avais simplement eu envie de rester chez moi. Il m'a proposé de passer prendre un café, et j'ai accepté, parce que Robert, lui, ne m'avait jamais fait sentir que j'étais un poids. 1 mois s'est écoulé. Puis un autre. Noël approchait, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas appelé pour demander ce qu'on faisait cette année, si on se réunissait chez moi ou chez Nathalie, ce que je devais préparer, ce que je devais acheter aux enfants. Je n'ai rien demandé, rien proposé, rien organisé. J'ai attendu. Le 23 décembre au soir, le téléphone a sonné. C'était Nathalie. Sa voix était différente, tendue, presque inquiète. Elle m'a demandé si j'allais bien, pourquoi je n'avais pas appelé, pourquoi je ne répondais plus. Je lui ai dit calmement que j'allais très bien, que j'avais simplement décidé de ne plus m'imposer. Il y a eu un long silence au bout du fil, puis elle m'a demandé ce que je voulais dire par là. Je lui ai répondu que je ne voulais plus être un fardeau pour personne, et que la meilleure façon de ne pas peser sur les autres, c'était de se faire oublier. Elle a raccroché sans un mot. Le lendemain, le 24 décembre, j'ai préparé mon déjeuner comme d'habitude. Une soupe, un peu de pain, un morceau de fromage. Je m'étais fait à l'idée de passer Noël seul, ce n'était pas si terrible après tout, Simone et moi avions passé quelques Noëls en tête-à-tête quand Nathalie était partie vivre sa vie, et ses souvenirs étaient doux. J'avais sorti une bouteille de vin que nous gardions pour les grandes occasions, je m'étais dit que je la boirais à la mémoire de ma femme, et que ce serait ma façon à moi de ne pas être seul. C'est vers 16 heures que j'ai entendu une voiture se garer devant la maison. Par la fenêtre, j'ai vu la voiture de Nathalie. Elle est descendue la première, puis son mari, puis les enfants. Ils portaient des sacs, des paquets, et ils marchaient vers ma porte d'un pas que je ne leur connaissais pas, un pas hésitant, presque coupable. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne sonne. Ma fille était devant moi, les yeux rouges, et avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle s'est jetée dans mes bras comme elle ne l'avait plus fait depuis des années, depuis qu'elle était petite et qu'elle avait peur de l'orage. Elle pleurait, elle me serrait fort, et elle répétait « Pardon, papa, pardon, pardon ». Nous sommes entrés dans la maison, et pour la première fois depuis longtemps, le silence s'est rempli de mots vrais. Mon gendre s'est assis en face de moi et m'a dit qu'il avait honte, qu'il n'avait pas réfléchi à ce qu'il disait ce jour-là, qu'il ne le pensait pas vraiment. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit que peu importe qu'il le pensait ou non, ces mots avaient été prononcés, et les mots laissent des traces qu'on ne peut pas effacer facilement. Nathalie m'a expliqué ce qui s'était passé de leur côté pendant ces 2 mois de silence. Au début, elle n'avait pas remarqué mon absence, elle était prise dans sa vie, son travail, ses enfants, ses soucis. Puis les semaines avaient passé, et elle avait commencé à sentir un vide. Elle s'était rendue compte qu'elle n'avait aucune nouvelle de moi, et plutôt que de s'inquiéter, elle s'était dit que j'allais bien, que je me serais manifesté si quelque chose n'allait pas. C'est seulement quand Noël est arrivé qu'elle a compris. Elle a compris que chaque année, c'était moi qui créais les liens, qui organisais les fêtes, qui maintenais la famille ensemble. Sans moi pour prendre les devants, tout s'effilochait. Ce qui m'a le plus touché, c'est ce que m'a dit mon petit-fils, Théo. Il avait 14 ans et il ne parlait jamais beaucoup, surtout pas à moi qu'il semblait considérer comme un vestige d'un autre temps. Mais ce soir-là, il s'est approché de moi et il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit « Papy,
quand maman nous a dit que tu ne voulais plus nous voir parce que tu te sentais comme un fardeau, j'ai pensé à toutes les fois où tu as essayé de nous montrer des choses et où je n'ai pas écouté. Et je me suis rendu compte que c'était moi le fardeau, pas toi. Cette phrase, dans la bouche d'un adolescent de 14 ans, a fait fondre quelque chose en moi. J'ai compris que ma disparition avait provoqué exactement ce que j'espérais, pas une punition, pas une revanche, mais une prise de conscience. Ils avaient tous ressenti mon absence comme on ressent le manque d'air quand on retient sa respiration trop longtemps. Ils avaient compris que j'existais vraiment, que ma présence avait une valeur, que mon amour n'était pas quelque chose qu'on pouvait prendre pour acquis. Nous avons passé ce Noël ensemble, dans ma maison, autour de la table où j'avais mangé seul pendant 2 mois. Ma fille et son mari ont préparé le repas, ils m'ont interdit de toucher à quoi que ce soit, ils m'ont servi comme si j'étais un invité d'honneur. Les enfants sont restés à table pendant tout le dîner, sans téléphone, et ils m'ont posé des questions sur ma vie, sur leur grand-mère, sur les histoires que je n'avais jamais eu l'occasion de leur raconter parce que personne ne m'écoutait. Cette nuit-là, quand tout le monde est parti se coucher dans les chambres d'amis que j'avais préparées sans trop y croire, je suis resté seul dans le salon, comme j'en avais l'habitude. Mais cette fois, le silence n'était plus le même. C'était un silence plein, un silence habité par la présence de ceux qui dormaient sous mon toit, par la certitude qu'ils seraient encore là le lendemain matin. Depuis cette nuit, les choses ont changé. Je ne dis pas que tout est parfait, je ne dis pas que nous ne retomberons jamais dans nos vieilles habitudes. Mais quelque chose s'est déplacé, quelque chose de fondamental. Ma fille m'appelle maintenant, sans que j'aie besoin de l'appeler d'abord. Mes petits-enfants m'envoient des messages, parfois juste pour me dire bonjour, parfois pour me poser des questions sur l'époque où j'avais leur âge. Mon gendre a commencé à passer me voir le samedi matin, juste pour prendre un café et discuter de choses et d'autres. Je repense souvent à cette période de ma vie, à ces 2 mois où j'ai choisi de m'effacer pour qu'on comprenne que j'existais. Ce n'était pas facile, ce n'était pas sans douleur, et je ne suis pas sûr que je recommanderais à quiconque de faire la même chose. Mais parfois, il faut que l'absence parle pour que la présence retrouve sa voix. Ce que j'ai appris, au bout de ces 76 années de vie, c'est que l'amour ne suffit pas toujours. Il faut que l'amour soit vu, reconnu, nourri par ceux qui le reçoivent autant que par ceux qui le donnent. Pendant des années, j'avais donné sans rien demander en retour, et j'avais fini par devenir invisible, comme un meuble qu'on ne remarque plus à force de le voir tous les jours. Il a fallu que je disparaisse pour qu'on se rende compte que ce meuble avait une âme, qu'il portait des souvenirs, qu'il tenait debout toute la structure de la maison. Si vous êtes en train de m'écouter et que vous avez des parents âgés, des grands-parents, des oncles ou des tantes que vous ne voyez plus beaucoup, je voudrais vous demander quelque chose. Ne les laissez pas disparaître avant d'avoir compris ce qu'ils représentent. N'attendez pas que le silence vous révèle la valeur de leur présence. Appelez-les ce soir, allez les voir ce week-end, écoutez leurs histoires même si vous les avez déjà entendues 100 fois. Parce que ces histoires, c'est ce qui restera quand ils ne seront plus là pour les raconter. Et si vous êtes comme moi, si vous avez l'âge où l'on commence à se sentir inutile, où l'on se demande si sa place existe encore dans ce monde qui va si vite, je voudrais vous dire ceci. Votre place existe. Elle existe même si personne ne vous le dit, même si les regards se détournent, même si les téléphones ne sonnent plus. Vous n'êtes pas un fardeau parce que vous avez besoin d'aide, parce que vous marchez moins vite, parce que vous n'utilisez pas les mêmes machines que tout le monde. Vous êtes un témoin, un gardien de mémoire, un pont entre ce qui a été et ce qui sera. La semaine dernière, mon petit-fils Théo est venu me voir seul pour la première fois. Il voulait que je lui montre l'album photo de sa grand-mère, celui qu'il avait refusé de regarder ce fameux dimanche de novembre. Nous avons passé l'après-midi ensemble, assis côte à côte sur le canapé, et je lui ai raconté chaque photo, chaque souvenir. Il écoutait vraiment, il posait des questions, il riait quand je lui racontais les bêtises que sa grand-mère faisait quand elle avait son âge. En partant, il m'a serré dans ses bras et il m'a dit « Merci papy, pour tout ». Ce merci-là valait plus que tous les mots que j'aurais pu entendre. Il valait plus parce qu'il était sincère, parce qu'il venait d'un cœur qui avait compris quelque chose d'important. Il valait plus parce qu'il effaçait, un peu, ce mot terrible qui m'avait fait tant de mal. Je ne sais pas combien d'années il me reste. À 76 ans, on ne fait plus de projets à long terme, on apprend à vivre au jour le jour, à apprécier chaque matin où l'on se réveille sans trop de douleur, chaque repas partagé, chaque conversation qui n'est pas la dernière. Mais je sais maintenant que ces années, quelles qu'elles soient, ne seront pas des années de fardeau. Elles seront des années de présence, de transmission, de liens retrouvés.
Ma fille m'a dit récemment qu'elle regrettait ces années où elle m'avait laissé seule, ces années où elle avait pris mon amour pour acquis sans jamais se demander si j'avais besoin de recevoir autant que de donner. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à regretter, que la vie nous enseigne souvent par l'absence ce qu'elle n'arrive pas à nous apprendre par la présence. Elle a pleuré, je l'ai serrée dans mes bras, et nous n'en avons plus jamais reparlé. Il n'y avait plus rien à dire. Alors voilà mon histoire. L'histoire d'un homme de 76 ans qui a entendu un mot de trop et qui a décidé de transformer sa douleur en leçon. Je ne vous dis pas de faire comme moi, je ne vous dis pas que c'est la bonne solution. Je vous dis simplement que parfois, pour être entendu, il faut d'abord accepter de se taire. Et que dans ce silence, ceux qui vous aiment vraiment finiront par entendre ce que vous ne pouviez plus dire avec des mots.